Une infirmière sauva la vie d'un jeune homme après avoir perdu son emploi, ignorant qu'il était millionnaire et en tomba éperdument amoureuse. Une infirmière philippine sauva la vie d'un jeune homme après avoir perdu son emploi, ignorant qu'il était millionnaire et tomba éperdument amoureuse de lui. À l'aide, s'il vous plaît, il respire encore. La voix d'Isabella se brisa sous l'averse, rauque de désespoir. Elle était agenouillée sur le pavé détrempé, les mains pressées contre la poitrine ensanglantée d'un homme qui venait de s'effondrer à ses pieds. Les lampadaires vacillaient au-dessus, projetant des halos de lumière instable sur la rue déserte. Des voitures passaient, leurs conducteurs jetant un regard furtif sans s'arrêter. Sous leur parapluie, les piétons accéléraient le pas, feignant de ne pas entendre ses appels. Ses mains tremblaient, mais elle n'hésita pas. Elle arracha son propre manteau et le pressa fermement contre la plaie béante près des côtes de l'homme. Le sang l'imbiba instantanément, chaud et terrifiant. Il était jeune, probablement dans la fin de la vingtaine, le visage pâle et tordu par la douleur, même dans l'inconscience. Sa respiration était faible, haletante. « Restez avec moi », murmura-t-elle, cherchant frénétiquement de l'aide du regard. Pas de sirène, pas d'aide, juste la pluie et son cœur qui s'emballait. Elle n'avait aucun matériel médical, aucune équipe, aucun soutien, aucun emploi. 2 jours auparavant à peine, Isabella avait été renvoyée de l'hôpital municipal. Restrictions budgétaires, avait-il dit. Son service avait été réduit. Elle avait supplié pour rester, offrant même une baisse de salaire. Mais cela n'avait aucune importance. La salle où elle avait donné son cœur et ses mains chaque jour pendant 5 ans lui avait fermé ses portes. Pourtant, rien de tout cela ne comptait maintenant. Elle déchira une bande de son chemisier et la noua fermement au-dessus de la blessure, improvisant un garrot. Le pouls de l'homme était faible, mais régulier. Elle inclina doucement sa tête en arrière, vérifiant ses voies respiratoires, sa formation reprenant le dessus à travers le brouillard de la peur. La pluie battait contre son dos, ses genoux étaient trempés. Une femme passa sur le trottoir d'en face. Isabella appela de nouveau, la voix enrouée. « S'il vous plaît, appelez une ambulance. » La femme jeta un coup d'œil, puis s'empressa de s'éloigner. Isabella cligna des yeux pour chasser ses larmes. « Lâche !» murmura-t-elle, et regarda de nouveau le visage de l'homme. Il était beau, même dans la douleur. Une mâchoire forte, des cils épais et sombres. Un filet de sang coulait du coin de sa bouche. Il n'avait rien à faire là, gisant ainsi dans le caniveau. « Je ne te laisserai pas mourir. » murmura-t-elle avec ferveur. « Pas ce soir. » Enfin, au loin, une sirène. Son coeur se souleva. Elle agita une main vers la lumière qui approchait à travers le rideau de pluie. Par ici, il se vide de son sang. L'ambulance s'arrêta dans un crissement de pneus, et 2 ambulanciers en sortirent, se dirigeant immédiatement vers elle. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un d'eux, évaluant la blessure. « Plaie par arme blanche, thorax gauche. J'ai appliqué une pression et un garrot de fortune. Il est inconscient, respiration superficielle, mais réactif à la douleur. Je suis infirmière. » J'étais, se corrigea-t-elle doucement. Ils hochèrent la tête et agirent avec efficacité. L'un d'eux la regarda avec une lueur qui ressemblait à de l'admiration. « Vous lui avez probablement sauvé la vie. » Isabella ne répondit pas. Elle recula tandis qu'il le soulevait sur le brancard, le manteau imbibé de sang toujours serré contre sa poitrine. « Puis-je l'accompagner ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. « De la famille ?»« Non, dit-elle. Juste, je l'ai trouvé. » Ils hésitèrent, puis secouèrent la tête. Politique de l'hôpital. Mais merci, vraiment. Elle resta sur le trottoir, regardant l'ambulance disparaître sous la pluie. Son manteau avait disparu, ses vêtements lui collaient à la peau, ses bras enroulés autour d'elle pour se réchauffer. Son corps lui faisait mal, mais pas autant que son cœur. Elle ne savait pas qui il était, ne savait pas pourquoi il avait été attaqué, ni s'il avait quelqu'un qui l'attendait. Mais pendant ces 10 minutes dans la tempête, il avait été son patient, et elle avait de nouveau été infirmière. Alors que la rue redevenait silencieuse, Isabella se retourna et commença à marcher vers chez elle, trempée et seule, ignorant que l'homme dont elle venait de sauver la vie allait bientôt changer la sienne pour toujours. Le lendemain de la tempête, Isabella se tenait dans la cuisine exiguë de son minuscule appartement loué, fixant d'un air absent la bouilloire qui crépitait sur la cuisinière. La pluie de la nuit précédente s'était infiltrée dans ses chaussures, dans ses os, et n'était pas vraiment partie.
Son manteau avait disparu, son chemisier était déchiré, et sa seule paire de chaussures confortables était tachée de sang. Elle n'avait pas dormi. Elle ne pouvait cesser de voir son visage, pâle, ensanglanté, perdant et reprenant connaissance. Elle ne connaissait pas son nom, elle ne savait pas s'il avait survécu. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer. Elle sirota un café instantané, amer et trop chaud, puis s'assit à la petite table où son ordinateur portable l'attendait, déjà ouvert sur une autre page de recherche d'emploi. Sa boîte de réception était pleine de mails de refus. Merci pour votre candidature. Mais il n'appelait même plus pour des entretiens. Sa licence d'infirmière était toujours valide, mais personne ne voulait s'occuper des parrainages, et son visa, il expirait. Plus que quelques semaines avant qu'elle ne doive trouver un emploi acceptant de la parrainer ou faire face à l'expulsion. Elle n'en avait pas encore parlé à sa mère, au pays. Chaque semaine, elle envoyait encore le peu qu'elle avait à sa famille aux Philippines. Sa mère souffrait d'hypertension et son jeune frère était à l'université. Il ne savait pas qu'elle avait perdu son emploi à l'hôpital. Elle ne pouvait se résoudre à le leur dire, pas alors qu'ils étaient encore si fiers d'elle. Elle avait trouvé un travail à temps partiel au noir dans un petit restaurant du centre-ville. Paiement en espèces uniquement, longues heures, pas d'avantages sociaux. Elle nettoyait les tables, faisait la vaisselle et prenait les commandes avec un sourire exercé. Personne là-bas ne savait qu'elle avait été infirmière. Elle ne voulait pas des questions, de la pitié. La plupart des nuits, elle rentrait après minuit. Son dos lui faisait mal. Ses pieds lui lançaient. Mais la pire douleur venait dans les moments calmes, quand elle était allongée dans son lit et se demandait si elle avait gâché son avenir pour un étranger. Sous la pluie, elle ne regrettait pas de l'avoir aidé. Pas une seule fois. Mais le fait de ne pas savoir la hantait. A-t-il survécu? Murmura-t-elle au plafond une nuit. Ai-je fait assez? Elle avait appelé 3 hôpitaux le lendemain, demandant si un jeune homme était arrivé avec une blessure par arme blanche, la vingtaine, trouvée à l'angle de la 6e et d'Allen. Mais les lois IPAA l'avaient réduite au silence. Aucune information ne pouvait être divulguée. Pas de nom, pas de nouvelles. Juste le silence. Le souvenir de son visage s'accrochait à elle. Le poids de son corps alors qu'elle pressait son manteau contre sa poitrine. Le regard dans ses yeux avant qu'il ne perde connaissance. Comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne le pouvait pas. Chaque fois qu'elle servait un client au restaurant, avec des cheveux sombres et une mâchoire forte, elle sursautait. Chaque fois que la porte sonnait, son cœur bondissait. Et pourtant, rien. Un soir, alors qu'elle nettoyait des plateaux à l'arrière de la cuisine, son directeur s'approcha. « Bella », dit-il, l'appelant par le surnom que le personnel utilisait. « Depuis combien de temps es-tu ici maintenant? » 3 semaines, répondit-elle. « Tu es bien, rapide, discrète. Mais j'ai entendu dire que tu cherchais d'autres emplois. » Elle se figea. Seulement si quelque chose avec plus d'heures se présente, mentit-elle. Il hocha lentement la tête. On ne pose pas trop de questions ici, mais l'immigration a fouiné dans le coin. Fais juste attention. Elle força un sourire, le remercia, puis sortit pendant sa pause et s'assit sur les marches en béton, les bras enroulés autour de ses genoux. Le ciel était sans nuages, à l'opposé de la nuit où elle l'avait rencontré. Mais le poids dans sa poitrine semblait tout aussi lourd. Elle vérifia son téléphone. Pas d'appel manqué. Pas de mais. Juste un message de sa mère rempli d'émojis et de photos du projet scolaire de son frère. Elle répondit rapidement, visage souriant, pouce levé. « Je vais très bien, maman. » La vérité était qu'elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir. Sans offre d'emploi légal, ses jours en Amérique étaient comptés. Elle était venue dans ce pays avec des rêves. Des rêves de guérir les gens, de construire un avenir, d'aider sa famille. Et maintenant, elle était invisible. Juste une autre immigrante passant entre les mailles du filet. Cette nuit-là, elle s'assit près de la fenêtre de son appartement. Écoutant le bourdonnement de la ville, traçant du doigt les gouttes de pluie sur la vitre. Elle pensa à rentrer chez elle. À l'échec. À disparaître. Mais ensuite, elle pensa à lui. L'étranger. L'homme avec du sang sur les lèvres et de la douleur dans les yeux. Elle l'avait sauvé. Elle avait compté. Pendant 10 minutes, une nuit pluvieuse, elle avait été exactement celle qu'elle était censée être. Et d'une manière ou d'une autre, cette pensée suffisait à la faire tenir. Pour l'instant. La cloche au-dessus de la porte du restaurant retentit. Et Isabella leva les yeux du comptoir où elle remplissait les sucriers. Un autre client. Probablement un autre habitué ou quelqu'un fuyant la chaleur estivale. Elle offrit un sourire poli avant de retourner à sa tâche.
sans y prêter beaucoup d'attention. Mais, alors elle le sentit. Une pause dans la pièce. Le genre de silence qui vous fait lever les yeux même quand vous ne savez pas pourquoi. Ses yeux rencontrèrent les siens. Il se tenait juste à l'entrée, grand et calme, portant un costume sombre sur mesure qui contrastait avec le sac de messager en cuir usé passé sur une épaule. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, ses chaussures cirées. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui lui coupèrent le souffle. C'était le visage. Ce visage. Le sien. Isabella se fija, le sucrier glissant légèrement dans sa main. Il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent et pendant un battement de cœur, il ne bougea pas. Puis lentement, comme s'il marchait à travers un souvenir, il traversa la pièce. Elle se redressa instinctivement, son cœur s'emballant. « C'est vous » dit-il doucement, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Sa voix était plus basse qu'elle ne s'en souvenait. Ferme et remplie d'autre chose. D'émerveillement peut-être. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Je me souviens de votre visage, » dit-il. « Cette nuit-là, la pluie. Vous étiez là. Vous m'avez maintenu en vie. » Ses mains tremblaient légèrement, serrant toujours le sucrier. « Vous vous en souvenez ?» Il eut un petit sourire. « Comment pourrais-je oublier ?» Elle le dévisagea, stupéfaite. Il ne ressemblait en rien à l'homme ensanglanté et brisé à côté duquel elle s'était agenouillée des semaines auparavant. Il était fort maintenant, entier, vivante. « Vous vous en êtes sorti » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Oui, » dit-il, « grâce à vous. » Elle regarda autour d'elle. Quelques clients les observaient avec curiosité. Elle reposa le sucrier et sortit de derrière le comptoir. « Je ne savais pas si vous... Je n'étais pas sûr que vous survivriez. » Il hocha lentement la tête. « Ils ont dit encore 5 minutes, et je n'aurais pas tenu. Ils m'ont dit qu'une femme avait maintenu la pression sur la blessure jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Mais personne n'a eu votre nom. »« Je suis Isabella. »« John, » répondit-il. « John Blake. » Elle hocha lentement la tête. Le nom ne lui disait rien. Juste un nom, juste un homme. Mais le poids du moment, c'était quelque chose de plus. « J'ai essayé de savoir, » ajouta-t-elle. « J'ai appelé les hôpitaux, mais personne ne voulait me dire quoi que ce soit. Je vous cherchais aussi, » dit-il. « Depuis que je me suis réveillé, je ne connaissais même pas votre nom. Mais quand je suis entré et que j'ai vu votre visage, sa voix faiblit. C'était comme être replongé dans cette nuit-là. Elle ne savait pas quoi dire. Il regarda autour du restaurant. « Puis-je vous offrir un café ? Ou êtes-vous en service ?» Elle hésita. « Je suis en pause. » Ils s'assirent à une banquette près de la fenêtre. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Dehors, la ville continuait son chemin comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. « Ça va ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux dire, vraiment bien. » Il sourit. « Je vais bien maintenant. Ça a pris du temps. Quelques opérations. Mais je suis là. » Il la regarda. Vraiment regardé. « Et vous ? Vous travaillez ici ?» Elle baissa les yeux. Gênée. Juste jusqu'à ce que je trouve autre chose. « Vous n'êtes pas serveuse. » Elle leva brusquement les yeux. « Pardon ? Je veux dire, vous ne bougez pas comme une serveuse. Cette nuit-là, vous aviez une formation. Vous saviez exactement quoi faire. J'étais infirmière, admit-elle. Dousement, avant de perdre mon emploi. » John ne demanda pas pourquoi. Il ne chercha pas à en savoir plus. Il hocha simplement la tête. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il de nouveau, « et je n'ai jamais eu la chance de vous remercier. Vous venez de le faire. » Mais quelque chose lui disait. Ce n'était pas la dernière fois qu'il dirait ces mots. Et elle n'avait pas tort. Quelques jours après leur retrouvaille au restaurant, John invita Isabella à le rencontrer de nouveau pour un café. Cette fois, dans un café tranquille, niché entre 2 galeries d'art du centre-ville. C'était le genre d'endroit où elle ne serait jamais entrée seule, où l'air sentait les grains torréfiés et le bois poli, et chaque coin était conçu pour vous faire sentir que vous apparteniez à quelque chose d'important. Elle arriva en avance, lissant nerveusement son chemisier acheté d'occasion, se demandant si tout cela n'était qu'un étrange rêve, dont elle ne s'était pas réveillée. Et puis il entra, calme, confiant, cette même chaleur tranquille dans ses yeux. « Je suis content que vous soyez venu, » dit-il, tirant une chaise pour elle. Ils commandèrent, discutèrent brièvement de choses et d'autres, avant qu'une douce pause ne s'installe entre eux. John se pencha légèrement en arrière.
exhala, puis fixa son regard sur elle. Je pense qu'il est temps que je vous dise qui je suis vraiment. Isabella cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Mon nom est John Blake, dit-il, comme je vous l'ai dit. Mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis le PDG de Blake Tech Systems. Elle le dévisagea. Blake Tech, comme dans l'entreprise de technologie médicale. Il hocha la tête. Mon père l'a fondée. Quand il est décédé, j'ai pris la relève. Je la dirige depuis 4 ans maintenant. Elle sentit son souffle se couper. Elle avait vu ce nom dans des articles, dans des revues spécialisées. L'entreprise qui développait des systèmes de surveillance de la santé de pointe. Un leader mondial des soins de santé numérique. Et l'homme assis en face d'elle, celui autour duquel elle avait enroulé son manteau une nuit pluvieuse, était à la tête de tout cela. Je ne comprends pas, dit-elle. Que faisiez-vous seul dans cette ruelle? Je fuyais, dit-il. Doucement. Pas physiquement. Spirituellement. J'avais perdu le contact avec moi-même. J'ai passé des années à bâtir une entreprise, à courir après les acquisitions, à me jeter dans les réunions et les fusions. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de voir les gens. Ses doigts tracèrent le bord de sa tasse de café. Cette nuit-là, je marchais sans but. Pas de chauffeur, pas d'assistance. Juste moi. Je n'ai pas été agressé pour mon argent. Il ne savait même pas qui j'étais. C'était aléatoire, brutal. Et au moment où je me vidais de mon sang, j'ai pensé, c'est comme ça que je pars. Seul, vide. Il la regarda, la voix ferme. Et puis vous étiez là. Isabella ne dit rien. Son cœur battait à tout rompre. Vous m'avez sauvé, continua-t-il. Et quelque chose a changé. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai pensé à tout ce que j'avais. L'argent, le statut, le pouvoir. Et à quel point cela semblait insignifiant, si je ne l'utilisais pas pour quelque chose de réel. Il sortit un mince dossier de son sac, et le fit glisser sur la table. Je lance une nouvelle initiative sous Black Tech. Une fondation axée sur l'apport de soins de santé primaire aux communautés mal desservies. Des cliniques mobiles. Des soins dirigés par des infirmières. De l'éducation préventive. Isabella ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur se trouvaient des plans de projet, des budgets, des cartes des zones de services proposées. Je veux que vous en fassiez partie, dit John. Pas par charité. Pas parce que vous m'avez sauvé. Mais parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi engagé. D'aussi instinctivement doué dans ce qu'il fait. Ses yeux se levèrent. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Je sais ce qu'il faut pour rester avec un étranger qui se vide de son sang sous la pluie. Je sais ce que signifie travailler dans un restaurant juste pour survivre tout en rêvant encore d'aider les autres. Je reconnais un cœur quand j'en vois un. Elle referma lentement le dossier, ses mains tremblant juste un peu. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, dit-il doucement. Construisons quelque chose qui compte. Et à cet instant, le monde changea de nouveau. Pour eux deux. Le premier jour où Isabella entra au siège de la Fondation Black Tech pour la santé communautaire, elle eut l'impression qu'on lui avait donné une seconde chance dans la vie. L'endroit bourdonnait d'énergie. De jeunes professionnels et des soignants expérimentés travaillaient côte à côte, planifiant des itinéraires, programmant des visites, concevant des programmes de sensibilisation. Chacun se déplaçait avec détermination. Et pour la première fois depuis longtemps, elle aussi. Elle fut embauchée comme coordinatrice de programme pour le bien-être mobile, un projet qui enverrait des camionnettes dirigées par des infirmières dans les quartiers défavorisés, fournissant des bilans de santé gratuits, de l'éducation sanitaire, des vaccinations et des suivis pour ceux qui étaient passés entre les mailles du système. Sa première semaine fut écrasante. Apprendre de nouveaux systèmes, assister à des réunions stratégiques, parler devant des donateurs. Mais elle releva chaque défi avec une confiance tranquille et croissante. Les visites sur le terrain la ramenèrent à la vie. Au moment où elle entra dans la première clinique mobile, accueillie par une grand-mère souffrant d'hypertension et un enfant effrayé par une toux chronique, elle se souvint exactement pour quoi elle avait choisi cette voie. Elle ne se contentait pas de prendre des pots et de rédiger des ordonnances. Elle restaurait la dignité. Chaque jour apportait une nouvelle histoire. Une mère célibataire qui n'avait pas vu de médecin depuis 5 ans. Un ancien combattant vivant dans sa voiture avec un diabète non traité. Une adolescente trop honteuse pour parler de ses symptômes jusqu'à ce qu'Isabella s'assoie à côté d'elle et l'écoute simplement. Chaque rencontre lui rappelait qui elle était. Lentement,
La peur d'être une étrangère s'estompa. Son statut légal était désormais assuré grâce à son nouvel emploi. Sa voix commença à avoir plus de poids dans les réunions et son nom commença à circuler parmi les responsables de la santé de la ville. Elle n'était plus invisible. John prenait souvent de ses nouvelles, parfois professionnellement, parfois avec un sourire tranquille et une tasse de café qu'il savait qu'elle aimait. Il travaillait tard sur des présentations, débattait des détails budgétaires, riait des malentendus lors de la mise en place des cliniques, et quelque part en chemin, la frontière entre patron et collègue, entre gratitude et affection, commença à s'estomper. Il ne la pressait jamais, ne la poussait jamais, mais elle remarqua la façon dont il écoutait quand elle parlait. Comment il attendait que tout le monde ait quitté une réunion juste pour lui demander comment s'était vraiment passée sa journée. Comment il se souvenait des noms des patients dont elle avait parlé, même des semaines plus tard. Un soir, après une longue journée de sensibilisation dans le district sud, Isabella était assise à côté de lui à l'arrière de la camionnette, tous deux sirotant un café tiède dans des gobelets en papier. Les lumières de la ville se brouillaient à l'extérieur des fenêtres. Avant, je pensais être venue en Amérique pour sauver des gens, dit-elle doucement. Mais je pense maintenant que j'avais aussi besoin d'être sauvée. John la regarda longuement avant de répondre. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvée, Isabella. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous voie. Ils tombèrent dans un silence facile, rempli de quelque chose de plus profond que les mots. Pas de romance, pas encore. Quelque chose de plus sacré, une reconnaissance. Au fil des mois, son influence au sein de l'organisation grandit. Elle développa un programme d'alphabétisation en santé pour les familles à faible revenu. Elle forma des bénévoles communautaires. Elle s'associa avec des écoles locales pour offrir un soutien en santé mentale aux adolescents. Le nombre de cliniques mobiles doubla. Les résultats pour les patients s'améliorèrent considérablement. Et bientôt, les journaux commencèrent à s'en apercevoir. Du restaurant à la direction, titrait un article. L'infirmière qui a transformé sa seconde chance en une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes. Un après-midi, elle fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence municipale sur l'innovation en matière de soins de santé. Alors qu'elle montait sur scène, face à un auditorium de professionnels de la santé, de décideurs politiques et de leaders communautaires, elle ne ressentit aucune peur, juste de la gratitude. Elle partagea son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que témoin de ce que la gentillesse, la résilience et la conviction pouvaient construire. Quand elle eut terminé, la salle se leva pour l'applaudir. Ensuite, alors qu'elle se dirigeait vers les coulisses, John l'attendait. Il ne dit rien, ouvrit simplement les bras. Elle s'y blottit sans hésitation. Dans cette étreinte, elle le sentit, non seulement la chaleur de la connexion, mais le moment où la boucle était bouclée, qu'elle n'avait jamais vu venir. La jeune fille qui avait autrefois versé son âme dans la blessure d'un étranger sous la pluie était devenue une femme qui guérissait maintenant des communautés entières. Isabella avait retrouvé sa place dans le monde. Mais plus que cela, elle s'était retrouvée elle-même. Le ciel au-dessus de Manille chatoyait d'une lumière dorée lorsque l'avion atterrit. Depuis le petit hublot ovale, Isabella vit sa patrie se dérouler sous elle. Un patchwork de rizières, de toits rouillés et de rues sinueuses qu'elle connaissait par cœur. Cela faisait près de 3 ans depuis sa dernière visite, et cette fois, elle ne rentrait pas seule. John se tenait à côté d'elle dans le terminal étroit, s'adaptant à l'air humide avec un sourire curieux. « Alors c'est ça, dit-il, l'endroit qui t'a façonné. » Elle sourit, repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout. » Ils prirent un bus lent depuis la ville, serpentant à travers des villages où des enfants jouaient pieds nus sur des routes poussiéreuses et des boutiques sari-sari bordaient les coins avec des enseignes Coca-Cola délavées. Plus ils voyageaient, plus John semblait tomber dans le silence. Non par malaise, mais par observation silencieuse. Lorsqu'ils atteignirent la ville de sa famille, la mère d'Isabella attendait déjà devant leur modeste maison en bambou, les mains jointes, les yeux embués de joie. Elle serra sa fille dans ses bras comme si elle tenait un miracle. Isabella présenta John en tagalog doux et respectueux. Et bien que sa mère ne parlât que des bribes d'anglais, elle l'accueillit avec une chaleur qui n'avait pas besoin de traduction. Ce soir-là, ils s'assirent sur des nattes tissées sous les étoiles, partageant du poisson grillé et des bols de riz fumant. Le jeune frère d'Isabella, Marco, posa à John d'innombrables questions sur l'Amérique et la technologie, tandis que leur mère racontait des histoires de l'enfance d'Isabella.
comment elle pensait les chats du quartier et rapportait en cachette des livres de la clinique. John écoutait attentivement, souriant à chaque détail, absorbant non seulement les histoires, mais l'âme derrière elles. Plus tard, alors qu'il se promenait dans le village, passant devant des maisons éclairées à la bougie et des enfants jouant avec des boîtes de conserve, John lui prit la main. « Je pensais te comprendre, dit-il. Mais maintenant, je te vois vraiment. » Isabella le regarda, surprise par la tendresse de sa voix. « Que veux-tu dire ?»« Ceci, dit-il en désignant les alentours. La façon dont les gens te saluent. La façon dont ta mère cuisine comme si elle nourrissait le monde entier. La façon dont tu parles à tout le monde avec la même gentillesse, que ce soit un enfant, un fermier ou ton frère. » Elle baissa les yeux, un peu gênée. « C'est juste d'où je viens. »« C'est qui tu es ?» corrigea-t-il. Le lendemain matin, ils visitèrent le seul poste de santé de la région, une structure d'une seule pièce avec des sols fissurés, des fournitures obsolètes et une infirmière épuisée qui desservait toute une région à elle seule. Isabella avait prévenu John, mais il fut néanmoins visiblement ému. En sortant, John resta longtemps silencieux, puis se tourna vers elle. « Et si nous construisions quelque chose ici ?» Elle cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Une vraie clinique, avec un équipement adéquat, une petite équipe, des programmes d'éducation, des soins préventifs, un endroit qui honore ce que tu as fait et d'où tu viens. » Son souffle se coupa. « Tu ferais ça ?» Il hocha la tête. « Avec toi? Pour eux? Pour toi ?» Des larmes montèrent à ses yeux. « Tu n'as pas à faire ça juste parce que... » « Je ne le fais pas juste parce que je t'aime, » dit-il doucement. « Je le fais parce que t'aimer signifie aimer tout ce qui t'a façonné. » Elle ne pouvait pas parler. Elle attrapa simplement sa main, la serrant fort, le soleil chaud sur leur visage. À cet instant, entourée par la terre qu'il avait façonnée et l'homme qui avait choisi de construire un avenir avec elle, Isabella comprit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour, le vrai amour, ne consiste pas à fuir ses origines. Il s'agit d'y amener quelqu'un et de le laisser vous aider à l'élever plus haut. L'odeur chaude et familière du riz du matin et du thé Tanglade emplit la petite cuisine alors qu'Isabella préparait un modeste panier de fournitures pour la clinique locale. Dehors, John se tenait près du jardin, parlant avec un groupe de volontaires locaux qui venaient d'accepter d'aider à défricher le terrain pour le nouveau centre de santé. Tout semblait se mettre en place, comme si le but avait enfin rencontré la paix. Puis le téléphone sonna. C'était l'assistant de John à New York. Sa voix était tendue, urgente. Il y avait eu une faille, une fuite de données internes affectant l'une des divisions les plus sensibles de Black Tech. Les médias en avaient eu vent, les investisseurs paniquaient et les équipes juridiques s'activaient. Le conseil d'administration avait besoin de John immédiatement. Quand il raccrocha, son expression avait changé. Ses épaules, autrefois lâches et détendues dans le calme rural, étaient maintenant tendues par la responsabilité. Il trouva Isabella près de la pompe à eau, rinçant des légumes pour le déjeuner. « Je dois rentrer, » dit-il doucement. Elle se tourna lentement vers lui. « C'est grave. Assez grave. Ça pourrait défaire tout ce que nous avons construit. Pas seulement à l'entreprise, mais à la fondation. Je dois y faire face. » Elle hocha la tête, le sourire sur son visage restant ferme, même si son cœur commençait à vaciller. « J'irai avec toi, » dit-elle, mais il tendit la main, touchant doucement la sienne. « Tu n'as pas à le faire. Je veux. » Mais ta mère? Il jeta un coup d'œil vers la maison, où sa mère était assise, fredonnant doucement en pliant du linge. « Elle a besoin de toi. Tu viens de commencer cette clinique. Ces gens ont aussi besoin de toi. » Isabella baissa les yeux, le cœur tiraillé dans deux directions. « Je ne peux pas te demander de choisir, » dit-il, « et je ne veux pas. » Elle secoua la tête. « Tu ne me le demandes pas, mais j'ai quand même l'impression d'être déchiré en deux. » John lui prit doucement le visage entre ses mains, ses yeux fermes. « Alors ne déchirons rien. Faisons cela comme nous avons tout fait, ensemble, même si nous sommes séparés. » Elle retint ses larmes. « Tu penses que nous pouvons y arriver? » « Je sais que nous le pouvons. » Ils restèrent là longtemps dans le silence du matin villageois. Des coqs chantaient au loin, un tricycle vrombissait sur la route, et quelque part un enfant riait. La vie se déroulait. Des décisions devaient être prises. « Je resterai, » dit finalement Isabella, « jusqu'à ce que la clinique soit opérationnelle, jusqu'à ce que maman aille mieux. Je lui dois bien ça. » John hocha la tête. « Et je réparerai ce qui doit l'être. Puis je reviendrai, ou tu viendras à moi. Nous nous retrouverons. » Ils s'étreignirent,
non avec chagrin, mais avec compréhension. Ce n'était pas une fin. C'était une promesse en mouvement. À l'aéroport, Isabella se tenait près de la porte d'embarquement alors que John se préparait à monter à bord. Il lui embrassa le front, s'attardant, comme pour essayer d'arrêter le temps. « Souviens-toi, murmura-t-il, ce n'est qu'un chapitre. »« Je sais, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « À bientôt. » Et alors qu'il disparaissait par la porte, elle se le murmura de nouveau. « À bientôt. » Le soleil se leva doucement sur les collines de la ville natale d'Isabella, projetant une lumière dorée sur le centre de santé fraîchement achevé. Le bâtiment se dressait fièrement au milieu du village, une structure modeste mais solide, peinte en blanc et bleu doux, avec les mots « Kalana Health Center » écrits au-dessus de l'entrée. Kalana, Pakes, un nom choisi par Isabella elle-même. Les villageois arrivaient dans leurs plus beaux habits, certains avec des paniers tressés de nourriture, d'autres avec des pancartes peintes à la main et des guirlandes de fleurs fraîches. Les enfants couraient pieds nus dans l'herbe, les rires remplissant l'air. Toute la communauté s'était rassemblée pour ce jour, une célébration non seulement d'un bâtiment, mais d'espoir, de résilience et d'amour. Isabella se tenait près des marches du centre de santé, portant une robe simple de la couleur de la mer. Sa mère lui tenait fermement la main, des larmes brillant déjà dans ses yeux. Marco aidait à disposer les chaises sous le auvent, tandis que les aînés prenaient place au premier rang. Cela avait nécessité une année de planification, de collecte de fonds, de formation et d'innombrables nuits blanches, mais le rêve était enfin devenu réalité. Elle avait reçu le soutien de John à distance, des lettres de dons, des documents juridiques, des appels vidéo d'encouragement. Mais depuis son retour à New York, il ne s'était pas vu en personne. Il était resté fidèle à sa parole, toujours présent en esprit, bien que les kilomètres qui les séparaient lui serraient souvent le cœur. Une voix douce appela son nom. Le maire monta sur la petite estrade en bois et lui fit signe de le rejoindre. « Venez, mademoiselle Isabella, c'est votre moment. » Elle s'avança vers l'avant, le cœur plein, la tête haute. La foule se tut à son approche du microphone. « Je suis rentré chez moi avec rien d'autre qu'un rêve. » Commença-t-elle, la voix claire. Cette clinique n'est pas née de la richesse ou du pouvoir, mais de la compassion, du souvenir de ce que l'on ressent quand on est vu et aidé quand on s'y attend le moins. Les villageois applaudirent chaleureusement. Je dédie ce centre à chaque mère qui a marché des heures justes pour obtenir des médicaments, à chaque enfant qui a attendu un médecin qui n'est jamais venu, et à ceux qui croient que la guérison peut commencer n'importe, même dans les plus petits endroits. Elle recula, des larmes accrochées au bord de son sourire. Puis, sans prévenir, la musique changea. Un léger murmure se répandit dans la foule. Du fond de l'assemblée, un homme apparut, grand, familier. Isabella se fija. John. Il portait une chemise en lin et un pantalon sombre, les cheveux légèrement ébouriffés par le voyage, mais ses yeux n'avaient pas changé. Ils rencontrèrent les siens à travers la foule, et en un seul regard, l'année écoulée se réduisit à néant. Il se dirigea lentement vers la scène, les villageois s'écartant avec une admiration silencieuse, chuchotant entre eux. Il portait quelque chose dans sa main. Les applaudissements commencèrent à s'intensifier. Le cœur d'Isabella battait si fort qu'elle pouvait à peine l'entendre. John monta les marches et prit le microphone des mains du maire, qui s'écarta avec un sourire entendu. Il se tourna vers la foule, puis vers Isabella. « Certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas, dit-il, mais cette femme m'a sauvé la vie, littéralement, non seulement d'une hémorragie dans une rue de la ville, mais d'une vie sans direction, sans cœur. » Le public se pencha en avant. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'a rien demandé. Elle a donné tout ce qu'elle avait, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'il était dans sa nature d'aider. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. Il se tourna complètement vers elle maintenant, sortant quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Des exclamations résonnèrent autour d'eux. Il s'agenouilla. La main d'Isabella vola à sa bouche. La femme qui a autrefois sauvé ma vie. La voix de John se brisa, mais ses yeux ne faiblirent jamais. « Me laisseras-tu maintenant passer la mienne avec toi ?» La foule éclata en applaudissements, en acclamations et en larmes. Les jambes d'Isabella vacillèrent. Son cœur, plein à ras-bord, déborda en sanglots. Elle s'agenouilla avec lui, prit son visage entre ses mains et hocha la tête à travers ses larmes. « Oui, murmura-t-elle. 1000 fois, oui. » Il lui glissa la bague au doigt, et le monde sembla s'arrêter, juste un instant,
devant la beauté de tout cela. Rire, musique et danse suivirent. Des enfants lançaient des pétales en l'air. Tout le village célébrait non seulement un nouveau centre de santé, mais une histoire d'amour qui avait traversé les continents et les tempêtes. Alors que le soleil plongeait derrière les collines, projetant de longues ombres dorées sur la clinique, Isabella se tenait sur le porche à côté de John, regardant les lanternes flotter dans le ciel. Elle se pencha contre lui et murmura « Tu ne m'as pas seulement donné un avenir. Tu m'as ramené à la maison. » Et alors qu'il lui baisait la main, l'inscription sur la nouvelle clinique brillait sous le soleil couchant. L'amour n'a pas besoin de trouver un endroit parfait. Il commence à l'endroit le plus sincère, d'un cœur généreux. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable d'amour, de sacrifice et de seconde chance. L'histoire d'Isabella nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, la gentillesse a le pouvoir de guérir, de construire et de réunir deux âmes à travers les océans et contre toute attente. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire qui remue l'âme. Où de vraies histoires comme celle-ci prennent vie et touchent les parties les plus profondes de qui nous sommes. Nous croyons que chaque acte de compassion crée une ondulation, et que chaque histoire partagée nous rapproche un peu plus de la compréhension mutuelle. D'ici la prochaine fois, restez bienveillants, gardez espoir et ne cessez jamais de croire au pouvoir d'un cœur généreux.